J'ai plaisir avec privilège pour nous recevoir sur antenne nous, c'est le président Josem Priver, fiscaliste. Monsieur le président, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, monsieur Alphonse, bonjour tout auditeur, auditrice Magic 9, bonjour Geoffra, bonjour Jean-Daniel Sénat, bonjour FD, bonjour Zamim, son plaisir avec nous matin. Plaisir partagé, bonjour monsieur Priver, Sénat souligné, c'est fiscaliste là qui a fait un bouche avec nous matin autour de code fiscal là, décret qui porte code fiscal là, publié dans le moniteur 20 janvier 2023. Code fiscal là, organisé dit perception de droits, taxes et redevances sur pratiquement un paquet d'aspects dans la vie, nous, les différents types d'impôts. Nous, bral font battre bouche sous ça, matricule fiscale, patente, et CFPB, différents types d'impôts. Et bon, allô? Là. Ok. Maintenant, on a regardé avec vous impôt sur les revenus, impôt sur la société, nous regardé et nouveau code là, en tout cas, une série de dispositions, nous là-dedans qui intéressent nous, on parlait de ça. CFPB, un ensemble de fonds, notamment fonds de développement collectif territorial, qui intéressent nous pour une perception, est-ce qu'il y a nécessité pour gagner plus de transparence, notamment au niveau de comment fonds ça est géré, fonds de développement collectif territorial, fonds d'entretien routier et CAS et CFPB, j'en dis là, un ensemble de régimes spéciaux et nous sommes très intéressés de garder avec vous et comment et code fiscal là, ou disposition et très, m'ta dit dans cet instance, c'est incitatif pour moun faire business, et ça gagne sous code d'investissement, ça gagne sous zone franche, ça gagne sous parc industriel, et nous très intéressés à garder yo avec vous, et également les régimes spéciaux et des avantages. Nous avons très coûte, et surtout très coûte dans la réponse, de façon pour que nous est très pédagogique dans notre exercice là. Mais d'abord, le président, avec fiscaliste, ça, je me dis, n'a pas là, mais pour l'entrée, tout citoyen et citoyenne, c'est matricule fiscale là. Code fiscal, ça, dit-nous qu'à partir de 1er octobre, pour les nouvelles Libanon, à partir de 1er octobre 2024, c'est le numéro d'identification nationale là qui va servir de matricule fiscale. Ça, c'est le premier bagage que citoyen doit connaître. Matricule fiscale là, qui vient tourner non, ça nous relève le numéro d'identification fiscale, que nous relève tout, la carte d'immatriculation fiscale, il a remplacé l'ancienne carte d'identité. Tout citoyen qui a une obligation pour le remplir au niveau de la DGI, il te doit munir d'une carte d'identité. Mais cette carte d'identité, c'était un petit bout de carton qui était un numéro sous lui, qui pas de numéro sous lui, qui était un nom, qui était certaines informations relatives à vous-même, quand on paye 3 gouttes. À partir de la réforme de l'économie qui initiait à la chute de la dictature, et plus particulièrement en 1986, et la nécessité pour te doter tout contribuable haïtien d'un identifiant unique t'est imposé. C'est ainsi que nous venons avec la carte d'identité fiscale, le CIF ou le NIF, qui sont numéros uniques qui te doivent suivre un contribuable pour le restant de ses jours. Cette carte d'identité fiscale, ce numéro d'identité fiscale, que nous les NIF ou les CIF, c'est équivalent de ce que certains pays appellent le Taxpayer Identification Number, ou bien l'autre pays en esport que les RUC, Registro Único de Contribuyentes. Donc son numéro unique, chaque contribuable doit gagner. Là, nous commençons à mettre ça à la DGI, on carte digitalisée, avec photo, il était impossible pour un monde de gagner deux 4 ça.
Parce que toute une information qui a été gagnée, qui a été récoltée sur vous, et c'est celui qui a gagné l'information. À partir des élections avortées de 1987, réforme ça, qui était objet de financement international, le financement a été suspendu en relation avec avortement par le sang des élections de 1987. Nous prenons 10 ans encore avec un financement japonais pour nous reprendre procédure d'émission de cette carte digitalisée. Simultanément, le ministère de l'Intérieur a délivré une carte qui était les cartes de citoyenneté. On connaît très bien la loi de Gresham, quand il y a deux monnaies en circulation, la mauvaise, la bonne chasse la mauvaise. La carte de citoyenneté émise par le ministère de l'Intérieur, qui a plus semblé une carte de repérage politique. Et les citoyens ont fait plus confiance à la carte d'identité fiscale, où tu as pas 3 millions de monde qui ont une carte d'identité fiscale, ça. Et qui te gagne, prix pas trop élevé, c'était 10 gouttes, 50 gouttes et 250 gouttes pour avoir droit à cette carte d'identité fiscale. Et tu me campes là, pour me permettre de bien l'autre question qui venir. Maintenant, bien content que vous fait comparaison pour nous comprendre que Baptiste et fiscal moun c'est numéro ça ou par exemple en série d'autres pays notamment ici aux États-Unis c'est SSN Social Security Number c'est lui-même qui sous tout document et toute perception ou gain c'est avec lui ou bien pour payer et gain pour payer que c'est l'État que c'est fédéral et pour que l'on arrive dans la comme nous pour que yo ba ou et retour ça qui va permettre ou vivre maintenant et l'engarder et information yo est-ce qu'il y a des données qui disponibles sur qui quantité matricule fiscale qu'il a question ça me pose en considérant le fait que dans le débat national là et gagnons constat gagne plus passer 3 millions de haïtiens qui pas gagne Baptiste et autant de monde qui t'a imposable et monde t'a dit au pied levé monsieur Privé ça sur l'autre débat m'ka venir m'ka répondre ni sur les tout. Au moment où tu as 3 millions d'Haïtiens qui te gagnent carte d'identité fiscale, ça, qui t'a pu utiliser pour leurs besoins. Mais m'a répété pour me dire, cette carte n'a jamais eu la vocation d'être une identité nationale. C'est une identité fiscale qui n'exclut pas l'obligation de l'État de doter tous ses citoyens d'une carte d'identification nationale dès la naissance. Il y a un problème, la carte d'identité fiscale que je parle là, il était toujours cohabité avec la carte électorale. À chaque fois qu'il y a une élection, les éventuels votants ou électeurs, ils présentent au bureau d'inscription et de vote, ils émettent une carte électorale qui n'avait rien à voir avec la carte d'identité fiscale qui aurait pu servir comme preuve d'identité. En 2005, le gouvernement de Gérald Latortue lançait la carte électorale. Très peu d'intérêt des citoyens pour acquérir cette carte électorale tenant compte des conditions politiques renversement président Aristide. Et à ce moment-là, on décret qui pral éliminer la carte d'identité fiscale digitalisée et qui pral faire connaître que la carte d'identification nationale que nous relais SIN pral la carte d'identification qui pral servir pour tous usages. Et malheureusement, très tôt, ou pour réaliser cette carte n'a pas vraiment cette vocation parce qu'elle a été mise seulement pour des personnes âgées de 18 ans, ceux qui sont de moins de 18 ans ont accès à une carte d'identification nationale. Et deuxièmement, la carte d'identité fiscale va continuer à être une obligation pour toute transaction de la vie courante, pour un compte bancaire, pour un permis de conduire, pour un passeport. Donc ces deux cartes vont coexister. Pour moi,
fait que la carte d'identification nationale, il va le remplacer comme la seule carte éligible, c'est peut-être un vœu, mais beaucoup ouais comment cette carte qui est limitée par l'âge va servir de carte d'identification fiscale ou bien ça nous relève Taxpayer Identification Number. Donc là, une nécessité de d'efficience, de cohérence pour que déjà dans l'identification et de contribuable là gagne efficacité ça. Maintenant avec où on a regardé et j'en ai dit dans cadrage là le code est-ce que dépoussiérer une nécessité et mais première question sur patente là sur carte d'identification c'est pour aller dans les déserts de la fiscalité, nécessité donc efficacité de l'administration fiscale. Et pour illustrer et ce désert-là, nous allons regarder avec vous la patente et contribution et sous propriété bâtie. Ce qu'a partagé avec nous comme observation et également tout ça code ça dit par rapport à ces deux champs-là. Bon, là, pour aborder deux impôts qui est important, c'est la patente et la contribution foncière des propriétés bâties. D'entrée de jeu, m'a dit que code là pas opéré une réforme du système fiscal haïtien. Le code n'a fait que corriger des anomalies que tout système n'a te gagné là-dedans. Le dernier code fiscal haïtien, je me parler de code fiscal, je me parler de code que l'État, que le gouvernement prend décision, lui doter pays d'un code qui sont recueils de loi. Et date de 1953. Et ce code fiscal, daté de 1953, il était un supplément sorti en 1984. Depuis lors, il n'y a pas eu de code fiscal adopté par l'État. Et mon camarade de promotion, mon ami, mon collègue, mon confrère Joseph Payan, lui a donné à faire une compilation de toutes les lois fiscales. Ce qui a servi pendant 20 ans à tous les professionnels de la comptabilité et du droit à pouvoir se retrouver dans les méandres des différents textes fiscaux édictés au cours des 100 dernières années. Et c'est là pour montrer que le code était nécessaire. Bon, il y a une réserve moins par rapport à la façon que ce code a été adopté. Maintenant, le code n'a pas apporté vraiment grand changement en termes de classification des impôts. Les impôts connus dans les différents textes fiscaux sont restés les mêmes. Ce qui est nouveau, c'est que le code a fait une classification plutôt entre impôts d'État, impôts locaux, droits d'enregistrement et de timbre et les régimes spéciaux. Et dans les impôts d'État, patente là vient considérer comme un impôt d'État. Alors que la patente, jusqu'à une certaine époque, était connue comme un impôt communal. Aujourd'hui, la patente n'est plus un impôt communal, c'est un préalable, c'est un impôt d'État. Effectivement, les recettes perçues au titre de la patente sont redistribuées à 80% aux communes dans lesquelles la patente a été collectée et 20% au trésor public. Voici la nouveauté. Mais ce qui est important aussi dans la patente était composée de ça nous relève une partie fixe et une partie variable. L'on contribue à présenter dans le bureau DGI, les pays ont patente. Dans la patente là, les ont parties qui sont fixes, les ont parties qui variables. La partie fixe c'était une nomenclature qui était regroupé plus de 200 secteurs d'activité. Et les secteurs d'activité avaient des niveaux de droits fixes différents qui partaient de 200 goudes à 2000 goudes. Par exemple, un professionnel, patente droit fixé, c'est 400 goudes. Mais si ce professionnel
habite, exerce sa profession dans une commune de première classe telle que Port-au-Prince, l'a payé l'intégralité de la patente. Si ce professionnel se retrouve dans une commune de deuxième classe, moi je voulais parler les chefs-lieux d'arrondissement, sa patente serait réduite à 50%, les mêmes 400 gouttes de droits fixes. Et si le professionnel se retrouve dans une commune de troisième classe, les mêmes 400 gouttes, le professionnel paye 25 gouttes du droit fixe. Ce que ce code a innové, il a supprimé tous ces secteurs d'activité et a considéré 3 classes de communes. Quel que soit le professionnel, quelle que soit l'entreprise qui se trouve dans une commune de première classe, l'a payé 5 000 gouttes de droit fixe de la patente. Maintenant, pour contribution foncière sur propriété bâtie, il était à 90% de perception ça, et il y a versé aux communes et 10% et à la caisse d'assistance sociale. Et désert en termes de data sur les propriétés. Est-ce que aujourd'hui il y a des informations qui disent au niveau national ou tout au moins au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, est-ce que il y a une tenue du foncier, du bâti qui va permettre génération impôt? Et la contribution foncière des propriétés bâties, pour moi, c'est l'impôt actuellement le plus mal géré. Je m'explique. Lorsque nous avons commencé le processus d'informatisation de la DGI en 1980, après 1986, avec le programme de systématisation des opérations fiscales à la DGI, après la carte d'identité fiscale, c'est la CFPB qui était le deuxième impôt attaqué. Malheureusement, en systématisant les opérations fiscales, en informatisation la perception de la CFPB, on a supprimé tous les rôles manuels. Jusqu'à cette période, l'ensemble des constructions à l'échelle nationale étaient inscrits sur de grands cahiers à feuilles longues que nous appelons des rôles manuels. Donc, qui te permettent ou qu'à identifier à n'importe quel moment telle maison, dans qui ou que lié, qui estimation locative annuelle, qui niveau d'impôt le payer. On a voulu informatiser la CFPB, en informatisant, on a supprimé les rôles. Et malheureusement, informatisation, ça arrive camper au cours de route, les rôles manuels sont détruits et le système n'a pas été complètement conduit à terme. Pour le mettre en tête aujourd'hui que la seconde base fiscale qui est difficile, qui est totalement inconnue, il est la CFPB. Je doute fort que gagnons administration municipale, tout dans DGI, qui cadeau à l'échelle nationale, il y a tant milliers de constructions établies. Pour moi, là, il y a un travail sérieux à faire. S'il est vrai que l'article 12 de la loi créant la CFPB, encore là, il faut nous tourner sur lui, loi qui crée CFPB, il datait du 5 avril 1979. Il n'a été modifié qu'une seule fois par un article le 23 décembre 1981. Depuis cette période, la loi créant la CFPB n'a jamais été modifiée. Aujourd'hui, ça que tout le monde constate, les rues ne sont pas signalisées. Ou pas qu'on non ruyo. Chaque monde ruyo non yo vle. Les maisons ne sont pas numérotées. Comment pouvoir établir un vrai système d'imposition quand les maisons ne sont pas numérotées, quand les rues ne sont pas signalisées? Jodi a, comment se fait la perception? Ceux qui veulent se présenter, ils se présentent. Des agents de la mairie, à longueur de journée, sillonnent les quartiers, sillonnent les rues, à la recherche de potentiels contribuables. Alors que la loi fait obligation à tous les assujettis à la CFPB
de produire entre le 1er et le 31 juillet de chaque année une déclaration de la valeur locative de leur immeuble. Tendez bien ça, me dit. L'article 12 de la loi du 5 avril 79 relative à la CFPB fait obligation à tous les propriétaires d'immeubles de produire entre le 1er juillet et entre le 1er et le 31 juillet de chaque année une déclaration de la valeur locative de leur immeuble. On imagine qu'il y a 1 million de propriétaires, 1 million de propriétaires qui souscrivent à cette déclaration par commune. Chaque commune aurait pu savoir quel est son potentiel fiscal avant même l'entrée en vigueur de l'exercice fiscal. D'autres choses qu'il faut que nous connaissions, alors que la loi en tant que telle n'a pas été motivée, mais pendant les dernières années, à travers des dispositions de la loi de finances, il y a eu plusieurs tentatives de modifier les seuils d'imposition. Et le code fiscal n'a fait que confirmer des modifications qui ont été introduites par les lois de finances. Maintenant, pendant que vous là, et essayer de synthétiser, résumer, et gain nécessité pour que nous baillons Baptiste, que yo gain un matricule, donc on identifiant fiscal, et là, nous avons parlé de monde. Nous allons regarder les différents impôts que moun nan ka est généré parce que l'État perçoit impôts sur activité économique et impôts sur revenus. Donc nous là les grandes faiblesses qu'il faut combler à ce niveau. Et là on apprend le bâti, le physique, l'habitat, la propriété que propriété a nu ou pas doit gagner en tenue d'abord cadastrale et en tenue foncière. Là nous avons des grandes faiblesses qui clairement montrent les limites de la fiscalité haïtienne et des organes de perception. Vous comprenez comme ça? Absolument. Et si la DGI veut envoyer un avis d'imposition à un propriétaire, à quelle adresse peut-il l'envoyer? Il n'y a pas d'adresse. Première partie, nous comprenons, nous évoquons acte de naissance, et matricule fiscal, nous prenons exemple de impôt, patente et contribution sur propriété bâtie, nous posons des problématiques efficacité de organes de perception, et qui c'est la DGI, pendant qu'on a parlé de code fiscal là, et nous regardons tout, et les faiblesses qu'il y a au niveau des municipalités en termes de tenue de base et taxable ça de caille qui n'a commune pour yo ka générer taxe. Maintenant, c'est très intéressant pour nous comprendre tout pendant qu'on a parlé là que contribution foncière sur propriété bâtie sont gros causé le papier si nous organisons 90% doit verser aux communes et 10% au CAS, les assistants sociaux. Et qu'en bien en tête nous que nous avons bien pour nous parler et tout à l'heure avec M. Privé sous transparence, sous audit, sous nécessité d'être très efficace dans la gestion de certains fonds, notamment fonds de développement collectivité territoriale, fonds et national d'éducation, fonds de routier et CAS lui-même qui recevoir des impôts. Maintenant, on dit tout à l'heure, là, pas de grande innovation dans le code ça, un ensemble d'impôts, par contre, si spécialistes qui a voyagé sous barème, par exemple, impôt sur le revenu, article 132 qui dit comment on taxe au monde en fonction de revenus, soit toucher le goud à 60 000 goudes par an, c'est 0%, et soit toucher 60 000 goudes à 50 000 goudes, c'est 10%, soit toucher plus qu'un million de gouttes par an, et c'est 13%. Par contre, c'est des modifications, mais moi-même, qui pas spécialiste en domaine, m'a passé j'aime sous code là, avant de parler avec vous hier soir. Moi, ouais, il y a des instruments qui sont très, très intéressants, et notamment, en termes, de code d'investissement de zone franche, de parc industriel et d'incitatifs pour créer business. Quelles sont les observations de fiscalistes privés sous ça et sous consécration? Non, et code ça qui est publié l'an passé. C'est pas sorti, dis-moi, non. Vous dites-moi, poser une question courte. Pour nous permettre d'interviewer plus pédagogique. Pour mon plus. Mais malheureusement. Impôt sur le revenu et impôt sur la société. Permettez-moi finir.
nous prenons des décisions sans stress sous 100.9 comme des aveugles. La CFPB est un impôt communal réel. Elle est définie comme telle. La patente est considérée aussi comme un impôt communal. Au cours des années 96-2000, où premier organe élu des collectivités territoriales rentrait sur la scène politique avec toute la force de l'autonomie que leur concède la Constitution, c'est tout un ensemble de décisions que ont été entendues avec l'administration centrale là pour voter pour. Yon là-dedans, l'intégralité des recettes collectées au titre de la CFPB devrait être versée au trésor communal. Jusqu'avant, les communes bénéficiaient 80% et la direction générale des impôts conservait 20% comme frais de perception. Les organes avaient exigé que l'ensemble des recettes perçues au titre des impôts locaux soit versées au trésor communal. Décision Sarkozy, c'est comme si nous retournions sous des décisions que nous te prenons il y a 20 ans. Mais le problème, c'est que la Constitution exige que toute décision concernant les finances locales soit qu'un mécanisme de participation et de concertation des collectivités avant la prise de ces décisions. Est-ce que modification ça que introduit dans CFPB qui redistribue recettes là, non patente qui redistribue, est-ce que les organes des mairies avaient été consultés et participé à cette prise de décision? Si tel n'est pas le cas, faut nous attendre nous que demain il y aurait des réactions négatives par rapport à cette décision-là. Je voulais faire point ça pour deuxième question. C'était l'impôt sur le revenu. On prend un point spécifique, c'est le barème applicable. Le barème applicable au revenu, effectivement, bon, nous fait économie de ne pas évoquer les impôts payés par anticipation. Et l'impôt sur le revenu n'est pas seulement payable à partir de la déclaration définitive d'impôt où on applique le barème, mais il y a plusieurs modalités de perception de l'impôt sur le revenu que nous relèvons des impôts payés par anticipation. Par exemple, les revenus à la source sur salaire. Deuxièmement, et les revenus pratiqués sur les loyers. Je peux parler aussi des acomptes provisionnels. Et là, je crois qu'il faut contribuable bien conscient de ça. Et permettez-moi de dire un mot sur acompte provisionnel. Le mot acompte provisionnel, nous avons introduit dans le système au début des années 90, plus précisément 94-95. Quel était l'objectif? C'était d'instituer un mécanisme nous permettant d'imposer le secteur informel. Le secteur informel qui échappe totalement au système, partant de l'idée de l'universalité de l'impôt, où tout le monde doit payer sa juste part, nous pas qu'à quitter un secteur en pleine expansion en dehors du circuit fiscal. Je veux parler du secteur informel. On avait initié les acomptes provisionnels comme moyen de percevoir, d'assurer une perception de l'économie informelle. Il y avait des taux de 1% au passage en douane. Tous ceux qui importent payaient 1% au passage en douane et quand ils produisent leur déclaration, ils pouvaient récupérer les 1% payés au passage en douane. Ça permettait d'appréhender tout un pan d'activité économique qui échappe au système. Par exemple, le commerce à la valise, le commerce de chambre,
les producteurs du secteur informel, tous ceux qui vendent des services dans l'informalité, et un mécanisme à travers la compte provisionnelle, nous te faire un minimum d'imposition sur eux, et à partir du paiement de ce minimum d'imposition, ils souscrivent, non seulement on les intègre dans le système, ils produisent une déclaration, ils déduisent la compte payée. Cet acompte provisionnel concernait uniquement le secteur informel. Le secteur formel, je parle des entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu sur la base des bénéfices industriels et commerciaux bas état financier, étaient assujetties à un impôt qu'on appelait à l'époque l'impôt sur le minimum forfaitaire. Cet impôt sur le minimum forfaitaire était fixé à 1% du chiffre d'affaires. Donc, nous parlons de 3 types d'impôts payés par anticipation, les retenues à la source sur salaire et sur certaines activités. Nous parlons de la compte provisionnelle pour le secteur informel. Nous parlons de minimum forfaitaire pour les impôts, pour les contribuables redevables de l'impôt sur la base du bénéfice réel. En 2006, il s'est passé quelque chose. Le gouvernement Latortue a pris un nouveau décret sur l'impôt sur le revenu et a remplacé l'impôt sur le minimum forfaitaire par la compte provisionnelle. La compte provisionnelle signifie que le contribuable qui a payé 1 million d'euros d'impôts pour l'exercice 2022-2023, en octobre 2023, il va payer 75% de cet impôt comme avance sur l'impôt de l'exercice 2023-2024. On l'appelle la compte provisionnelle. C'est ce qui a été institué comme acompte depuis 2005. Aujourd'hui, que fait le Code? Il maintient la compte et revient avec le 1% sur le minimum forfaitaire. Le contribuable qui dépose ses états financiers, qui avait réalisé un profit, qui avait payé 1 million d'impôts pour l'exercice passé, il va payer 750 000 gourdes comme un compte provisionnel, comme avant sur l'impôt à payer pour 2023-2024. En plus, il va payer 1% de son chiffre d'affaires comme impôt sur le minimum forfaitaire. Tu comprends que le Code est loin d'inciter les gens à produire de bonnes déclarations. Ça, c'est en ce qui concerne les impôts payés par anticipation. Je prends le barème et surtout applicable au revenu à la source sur salaire. La base imposable, effectivement, était fixée entre 0 et 60 000 gourdes. De 0 à 60 000 gourdes, 0%. De 60 000 gourdes à 240 000 gourdes, qui vous donne 180 000 gourdes de base taxable, c'est 10%. La loi de finances de 2018-2019 avait jugé que les 60 000 gourdes de base taxable n'était pas incitatif. Quelqu'un qui réalise pour une année 60 000 gourdes, son salaire mensuel est de 5 000 gourdes. L'État, à travers le gouvernement, à travers le projet de loi de finances 2018-2019, avait exonéré du paiement d'impôt sur le revenu cette catégorie sociale avec un salaire inférieur à 60 000 gourdes l'an. Il avait passé de 0 à 150 000 gourdes, 0%. À partir de 150 000 gourdes, c'est 10%. Le budget n'a pas été voté par le Parlement. Magique 9, toute nouvelle, sans stress. La mesure n'a pas été entrée en vigueur. En février 2019, le ministère des Finances a fait sortir un circulaire autorisant les entreprises du secteur textile à utiliser ce nouveau barème. Donc, depuis 2019, le secteur textile utilise comme barème d'impôt sur le revenu de 0 à 150 000 gourdes. L'employé est exonéré et commence à payer son impôt à partir de 150 000 gourdes. Le Code n'a pas tenu compte de ces avantages accordés depuis 2019 au secteur textile. Est-ce que cette démarche poursuit un processus de création d'emplois et d'investissement dans le pays?
On pose la question et a bien réponse. Maintenant, j'aime dire tout à l'heure, nous regardons ensemble d'autres droits et ça me pense que ça doit faire le sujet d'autres émissions avec des gens qui sont sensibles aux questions liées à l'environnement, droits d'exploitation sur les mines de sable et nappe phréatique. Ça aussi, c'est des droits qui intéressent nous pour nous comprendre qui ça l'État gagne comme ambition et comment peut-être il est plus efficace dans la taxation et protection aux ressources et monde qui gagne des entreprises qui polluent, comment yo prévoit pour imposer des impôts. Mais je nous dis là, code d'investissement et monsieur Pierre, et ça c'est prochain chapitre qui intéresse nous. Code d'investissement, c'est chapitre 1, c'est quatrième passé, c'est les régimes spéciaux qui regard opposé sous code d'investissement. Et est-ce qu'il y a des nouveautés? Fondamentalement, un système fiscal vise à pouvoir au trésor public les ressources qu'il a besoin pour répondre aux attentes des citoyens. Il n'y a pas d'impôt sans État. Il n'y a pas d'impôt sans État, c'est un principe général. Les services qu'exigent les citoyens de l'État exigent le paiement des impôts. Et je vais plus loin pour me dire, Oliver Wendell dit, l'impôt, c'est ce que nous payons pour vivre dans une société civilisée. Donc, si on veut vivre dans une société civilisée, on doit accepter de contribuer à la couverture des charges publiques en payant ses impôts. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais l'impôt ne sert pas uniquement à augmenter les recettes fiscales. L'État peut utiliser ce même instrument fiscal d'abord pour corriger certaines externalités négatives. C'est ainsi que nous avons apprécié les efforts qui ont été faits au cours des dernières années, ne serait-ce qu'à travers les lois de finances, d'instituer certaines redevances sur des activités réputées polluantes. Pour certains, que ces mesures n'ont pas d'objectif augmenter les recettes de l'État, ils ont plutôt visé limiter les attaques ou bien limiter la déforestation du pays, limiter les agressions dont subissent l'environnement et corriger les activités polluantes. Donc, ce ne sont pas des mesures qui vont augmenter les recettes, mais qui vont davantage décourager des opérateurs à s'adonner à ces activités. Youn là-dedans, c'est le permis d'exploitation des carrières de sable. Donc, un monde qui a pris soit une carrière de sable, effectivement, ça participe à la dégradation de l'environnement. L'État, le gouvernement vous impose un droit. Mais, pardonnez-moi, l'exploitation industrielle de carrière de sable, c'est 1 million de gouttes liées par année. C'est le permis. Oui, 1 million de gouttes seulement. C'est le permis, mais ça n'exclut pas les autres obligations fiscales, que ce soit en termes de taxe sur la TCA, en termes de revenus que l'opérateur se doit de payer. Côté MTV, son discrimination m'estimait qu'il était nécessaire. Les carrières de sable, pas dégrader l'environnement au même titre que les sables des rivières. Donc, je ne crois pas que c'est une bonne chose de leur imposer le même type de permis. Au contraire, l'État devrait davantage encourager l'exploitation des sables de rivière de façon à faire un curage plutôt naturel. Donc ça, c'est son débat, son choix. Son débat que vous faites pour l'exploitation nappe phréatique et ressources de l'eau, non, c'est 500 000 gouttes par an. Maintenant, genre de là, ça, avec des spécialistes, des fiscalistes, des monde qui très sensibles aux questions de l'environnement, bah, c'est le mérité et on suit jamais, et code d'investissement et président. Le dernier chapitre de ce code général des impôts, c'est la partie traitant des régimes spéciaux, le 4e chapitre. Et là, il y a lieu de faire un vrai débat. Est-ce que le système fiscal veut promouvoir les investissements
ou bien l'État fait le choix des recettes au détriment des investissements. L'aime faire une analyse comparative entre l'exonération totale accordée par les autres pays de la région et Haïti. On était presque à égalité, c'était les mêmes avantages. Mais le nouveau code a réduit drastiquement les incitations fiscales accordées aux investissements dans le pays. De 15 ans d'exonération totale, assortie d'une période de taxation progressive pendant 6 ans, qui vous ramène à une taxation totale à partir de la 21e année, toutes ces mesures ont été rapportées. Les investisseurs n'ont droit qu'à 5 ans d'exonération totale. Il n'y a aucun pays de la région à être aussi, m'dagadi. Et 5 ans ou 7 ans? 5 ans. OK. Et l'imposition totale commence à partir de la 8e année, à partir de la 6e année. Ça, c'est la première chose. Et ceci est valable aussi bien pour les privilèges accordés par le Code des investissements que ceux accordés dans les zones franches. Les exonérations concernant les impôts communaux, les impôts locaux, tels la patente, tels la contribution foncière des propriétés bâties, ont toutes été supprimées. Bien plus, la taxe sur la masse salariale que ces entreprises, particulièrement celles de la sous-traitance, étaient exonérées, est éliminée. Donc, l'investisseur dans une zone franche ou du Code des investissements ne bénéficie que de 5 ans d'exonération totale en matière d'impôt sur le revenu. Tous les autres avantages incitatifs accordés par le Code des investissements de 2002 et par la loi sur la zone franche de 2002 ont tous été supprimés par le nouveau Code. Maintenant, rappelez-moi, impôt sur la société, l'impôt applicable aux bénéfices, qui pourcentage dit et taux et impôt sur masse salariale, là, pourcentage? Pardon? Ça a toujours été de 30%. De 30%. OK, taxe sur masse salariale, là, 3%. 3%. Et la nuance que je voulais souligner, c'est la confusion entre un parc industriel et une zone franche. La loi sur les parcs industriels date de 1974. Les mêmes avantages reconnus au parc industriel depuis 1974 sont conservés comme tels par le nouveau code. Alors que le code lui-même permet qu'un parc industriel peut se transformer en zone franche. Quel intérêt a un parc industriel qui bénéficie près de 14 ans d'exonération d'impôts à se transformer en zone franche pour seulement 5 ans? Maintenant, aspect ça est très important parce que il y a des gros débats qui fait sous les bien content analyse ou partager avec toi par rapport au code d'investissement zone franche et parc industriel moins content des plaintes et notamment par rapport aux droits concédés, ça où les franchises là et il y a des gens qui en charge des autorités fiscales et qui qu'on dit gagnons abus qu'on a des abus de franchise qu'on a des dénonciations et de temps à autre gagne des ajustements qui fait gagne des décisions pour essayer à freiner et gagne monde qui dit souvent et si l'État a une bonne intention via code d'investissement pour que les bail des incitatifs pour monde qui dans différents secteurs et qui destinent à l'exportation à la réexportation artisanale agriculture et transformation des secteurs qui mènent une valeur ajoutée si on a des avantages pour acheter équipements des avantages fiscaux etc. et plein de gens qu'on vient que des gens ça fait franchise qui intéresse eux dit des gens c'est profiter de ça leur appris dans limite avantage que code là-bas eux simplement craser entreprise elles font l'autre ils pas jouer on faire game avec l'État on entendez complète ça analyse monsieur président.
pour moi, c'est une remarque qui légitime. L'État, il a renoncé à ses droits fiscaux en recherchant certains autres avantages, particulièrement la création d'emplois, l'industrialisation du pays, des investissements générateurs d'emplois et de richesses. Donc, si ces investissements, si ces incitations sont accordées, faudrait-il bien que l'État soit à même d'évaluer par rapport aux droits concédés, qu'est-ce qu'il a tiré comme avantage. Personne ne peut empêcher à un responsable public de se questionner sur l'opportunité des incitations fiscales accordées. La question, pour moi, une décision aussi importante, n'est pas qu'à faire entre les quatre murs. Il n'y a pas eu de consultation suffisante. Deuxièmement, tout au coup, on a commencé à interviewer, on parle de décret. En allant en Constitution, il n'est prévu nulle part de prérogative pour édicter des décrets. Sur ça qui a un rapport à la fiscalité, les taxes. Non. L'article 111 fait de l'exécutif le législateur primaire en matière des lois instituant les impôts et les taxes, mais le privilège de les transformer en loi reste une prérogative du Parlement. Donc, comment adopter un code fiscal par décret alors qu'un code fiscal concerne l'ensemble des citoyens? Deux choses. Le 7e préambule de la Constitution. Le peuple haïtien proclame cette présente Constitution. Et pour assurer tout détail, en ayant la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engagées dans la vie nationale. Est-ce que le Code des impôts n'est pas une décision qui engage la vie nationale? Où est la concertation, où est la participation, où sont les consultations faites? Troisièmement, l'article 14 de la Déclaration universelle des droits humains déclare: les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou à travers leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement et d'en suivre l'emploi. Quand vous faites un code général des impôts sous forme de décret dans les officines sans cette consultation préalable, pour moi, il y a un déficit démocratique. En tant que démocrate, par conviction, je ne peux pas dénoncer. Et c'est pas par rapport à des dispositions fiscales qu'on prend dans des lois de finances, et où on gagne même position ça dans des interviews qu'on gagne avec où ça remonte à plusieurs années. Donc c'est son position et ou qu'un B. Maintenant deux considérations avant de nous refermer interview et parce que nous avons parlé de nécessité de transparence, d'audit, d'efficacité, parce que si nous posons des problématiques et faiblesses en termes d'efficacité d'organes de perception qu'elle a déjà, nous avons aimé qu'elle ait même efficacité avec la douane ces derniers temps, mais l'autre partie, c'est loi de règlement, c'est un parlement, c'est des audits annuels. La loi exigeait et fonds de développement des collectivités territoriales qui, au niveau du ministère de l'Intérieur, fonds national d'entretien routier, fonds national d'éducation, CAS qui bénéficiaire d'impôts et pour le cas et des assistances à monde qui puis défavorisé parmi nous dans la communauté non et souvent nous entendons appel pour qu'il y ait plus de transparence et la gestion audit plus systématique. Quelle position sur ça et ces dernières questions? Bon. Et tout le monde connaît position par rapport au fonds de compte. Magic 9, toute nouvelle. Ça nous les fonds affectés ou des fonds dédiés. Qu'il s'agit du Fonds national de l'éducation, c'est un fonds dédié. Qu'il s'agit du FER, c'est un fonds dédié. Du fonds de gestion, c'est un fonds dédié. CAS, c'est un fonds dédié. FDU, c'est un fonds dédié. Dans la littérature des finances publiques, on les appelle des fonds de concours. Et ces fonds dédiés
représente ce qu'on appelle une dérogation au principe de l'universalité du budget. Ce principe veut qu'aucune recette ne soit affectée à une dépense particulière. Par contre, il est possible, pour plus d'efficacité dans la réponse à donner à un besoin, qu'on en crée un fonds exclusivement dédié à cette activité. Par contre, les fonds dédiés ont aussi ce désavantage d'échapper au contrôle des entités supérieures de contrôle et de générer des caisses noires. Et au printemps d'un pile scandale qui fait ces derniers temps, il concernait particulièrement les fonds affectés, ce que nous appelons les fonds de concours. Et toujours dans cette même transparence, toutes les entreprises évoluant dans le pays, qu'elles soient entreprises commerciales, industrielles, avec des opérateurs privés, bénéficiant d'avantages incitatifs ou non, qu'ils soient des entreprises publiques appartenant à l'État, sont tenus aux mêmes obligations que les autres de souscrire régulièrement leurs états financiers et de payer les impôts qui y sont établis. Son principe. Maintenant, l'État bon pour que bon paquet discussion continue faite et sous différents champs d'impôts, sous différents impôts pour que pédagogie a fait et aussi saluer M. Payan là et me pense que c'est nécessaire de saluer lui parce qu'ils font travail mais vraiment et méritoire. Monsieur le Président, merci pour tout le temps ça va accorder nous. C'est moi pour dire nous merci et c'était un plaisir toujours pour moi avec Magic 9 et surtout là me connaître c'était Robertson Alphonse du lieu que il y a entre-études de récupération et que il toujours Kembe bac là, toujours assurer présence sur Magic 9 et Nouvelis. Mon cher, je ne peux que te confier toute mon appréciation pour ce journaliste hors pair courrier. Merci, excellence pour disponibilité sur question ce matin. À bientôt. À bientôt. Bye bye.